Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le Cloud Azure pour les experts AWS. En effet, chez Hypon Technologies, nous sommes experts AWS depuis quelques années déjà, nous sommes bien référencés chez eux. Mais actuellement, nous sommes en train de développer en fait la partie Cloud Azure, parce que du fait qu'il y a la demande dessus, notamment en termes d'architecture data. Donc, lorsque nous sommes des experts AWS, effectivement, je vais à travers cette vidéo, en fait, on va travailler donc, à travers cinq domaines. Le premier domaine, c'est toute la partie Virtual Machine. Ensuite, nous allons voir la partie Blob Storage, donc équivalent d'Amazon S3. Nous allons ensuite voir la partie base de données, avec Azure SQL et Amazon RDS. Ensuite, juste la partie réseau, avec les VPC et les VNet. Et ensuite, toute la partie authentification, donc avec IAM et les rollerback. Ensuite, je présenterai un petit peu la console Azure. Et ensuite, on va déployer un cluster AKS sur Azure. Donc là, ce sont deux liens qui sont assez intéressants, qui seront donc sous la vidéo que vous regardez actuellement. Voilà. Je vous inviterai à consulter. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, là, c'est une infrastructure AWS classique, je vais dire, avec le load balancer, avec l'accès Internet, avec l'Internet Gateway pour accéder au cloud, load balancer, des web apps avec des firewalls derrière, un load balancer et des instances en autoscaling. Donc avec une base de données, donc un NoSQL DynamoDB et une base de données MySQL. Donc ça c'est une infrastructure classique AWS que l'on connaît bien. Et voici donc une infrastructure donc Azure, donc avec des notions qui sont un petit peu différentes. Donc là on voit donc Traffic Manager pour rediriger les flux entre deux régions, un accès avec un bastion, donc le portail est accessible donc à travers un bastion suivant la région sur laquelle on se trouve. Donc avec un Active Directory, voilà, donc du classique, j'ai envie de dire, donc avec on trouve encore le load balancer, on trouve donc les VM derrière, et donc un peering de façon à répliquer les bases de données. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez classique dans le monde Azure. Mais on va voir en fait qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre une infrastructure AWS et une infrastructure Azure. C'est surtout au niveau des noms en fait, le vocabulaire est un peu différent. Et c'est ce que nous allons voir donc dans cette présentation. Alors tout d'abord, nous allons voir les petites différences qu'il y a entre une instance EC2 et une Azure Virtual Machine. Donc effectivement, ces deux machines virtuelles supportent aussi bien du Windows que du Linux, ce qui est heureusement d'ailleurs. Donc le vocabulaire est un peu différent, ce qu'on appelle une EC2 chez AWS, c'est une virtual machine chez Azure. Donc au niveau des images, donc une AMI et une virtual machine, rien de méchant. Au niveau des types, effectivement, on a les trois catégories qui existent aussi bien sur AWS que sur Azure, sauf que les noms sont un peu différents. Ce qu'on appelle Magnetic Standard, c'est du standard HDD chez Azure. Ce qu'on appelle du General Purpose SSD GP2, c'est du standard SSD, et du Provisioned IOPS, c'est du Premium SSD. Voilà, c'est un petit peu le pendant d'Azure sur AWS. Côté donc storage, ce qu'on appelle un EBS, un Elastic Block Store, c'est ni plus ni moins qu'un Azure Disk. C'est la même chose. L'encryption des disques est aussi possible, aussi bien sur AWS que sur Azure. On retrouve aussi on peut aussi exécuter des scripts donc, de façon à démarrer une machine, de façon à configurer automatiquement une application derrière. Donc c'est faisable aussi. Donc il y a ce qu'on appelle user data chez AWS et custom data sur Azure. On retrouve la même chose avec les security groups. Voilà, pour sécuriser les flux entrants sur nos machines. On peut aussi bien monitorer le cloud AWS avec Amazon CloudWatch qu'avec Azure Monitor sur Azure. Donc, les deux providers cloud ont leur solution de monitoring. Et toutes les instances EC2 effectivement sont lancées dans un VPC. Et c'est la même chose côté Azure, c'est ce qu'on appelle un VNet. Donc AWS Batch, Azure Batch, effectivement, permet de provisionner des ressources depuis un job. On a la même chose côté autoscaling avec le scale 7 sur Azure pour
l'augmentation de diminution du nombre de ressources à la demande. On retrouve aussi donc tout ce qui est AWS Lambda et leur fonction pour les fonctions serverless. Et pour la partie container, effectivement, nous avons donc les Amazon ECS, AWS Fargate et Azure Container Instance. Donc c'est pour exécuter des conteneurs sans avoir de serveur à manager. Donc, ça existe des deux côtés. Côté ECR et ACR, effectivement, au niveau registry, les deux providers nous proposent donc des registries managées, donc de façon à pouvoir stocker nos images Docker. Et AKS et EKS, effectivement, qui sont ni plus ni moins que des solutions managées donc les solutions Kubernetes managées par les providers. Donc nous retrouverons ça tout à l'heure aussi. Il y a une démo qui va être faite concernant AKS sur Azure. Alors maintenant, on va faire un petit tour sur le portail un petit peu pour voir retrouver un petit peu ces différentes fonctions. Donc, au niveau d'Azure, c'est assez simple. On va aller donc sur le portail Azure. On va donc créer une ressource et on arrive donc directement sur le marketplace. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que sur Azure, c'est assez convivial en fait. C'est vraiment user-friendly. Pour lancer une VM, tout simplement, donc soit on passe avec ce que nous propose Azure directement. Donc on va lancer directement, admettons. Déjà au moins on a Windows 2016. Effectivement, on retrouve quoi? Le développeur, donc ça c'est notre type d'abonnement. Le ressource group, effectivement. Un ressource group, c'est une petite spécificité côté Azure en fait. Un ressource group regroupe des objets qui ont le même cycle de vie. Notamment si vous avez différents projets, chaque projet doit être dans un ressource group, de façon à ce que lorsque je supprime un ressource group, je supprime l'intégralité des données qui est référencent mon projet. Donc, ce qui permet de faire du ménage facilement et de pouvoir facilement se retrouver. Et de plus, lorsqu'on fait aussi du billing, on peut faire du billing par rapport à des ressources groupes. Dire effectivement ce projet-là nous coûte tant, celui-ci nous coûte tant. Et nous sommes obligés dans tous les cas de créer un ressource groupe, donc on va l'appeler Virtual Machine. Le but c'est de déployer une machine pour un petit peu pour ça. Tac. Non, il n'y a pas d'espace. Virtual Machine Name, donc on va l'appeler. On va l'appeler 2007. Ensuite la région, où est-ce qu'on veut la situer, donc on va se mettre en West Europe. On aurait très bien pu se mettre en France, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La région est importante, c'est le choix de la région dépend du projet, parce qu'il faut être au plus proche de ses utilisateurs. Availability option, on va pas mettre d'option de disponibilité. C'est une 2016 générale, donc il y a différents choix qui sont possibles. En 2019, on peut même modifier, en fait, même après avoir choisi la machine tout à l'heure, on peut modifier l'OS. On va rester comme ça de 2016. On a le prix qui est disponible ici. Le username password, donc automatiquement c'est le username password Windows. Ensuite on peut spécifier des ports, les ports entrants effectivement. Donc soit pas de port, soit on peut quand même spécifier des ports directement, donc je vais automatiquement autoriser soit le HTTPS, si ça c'est dans le web, ou du RDP, donc si je suis pour me connecter à distance. La bonne pratique, bien sûr, demande de ne pas ouvrir le RDP publiquement sur votre instance. Le mieux c'est de passer par Bastion ou mettre en place d'autres règles de filtrage. Voilà. Donc il n'y a pas de port entrant. Le licensing, en fait, effectivement, on peut utiliser ces licences Windows. Ou on peut utiliser celles qui sont fournies par le provider. Voilà. Ça c'est intéressant. Le prix bouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on choisit? Le type de disque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Standard SSD ou premium. Donc on a du standard SSD. Le type d'encryption, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc soit on fait de l'encryption à reste, soit donc effectivement on peut avoir on peut se baser sur un autre. Voilà. Il n'y a pas de ce niveau-là. Donc sur le disque Magic forcément. La partie réseau qui est assez intéressante. Par défaut, en fait, on nous propose un subnet, on peut très bien définir créer un nouveau virtual network, à savoir qu'effectivement les réseaux ne sont pas créés d'office sur Azure, en fait, concernant AWS, contrairement à AWS. Donc effectivement, nous allons créer un réseau virtuel pour notre machine. Nous en propose un, où on peut aussi en créer un nouveau, directement. Donc tout ce que je fais là au travers de la console peut effectivement être fait par Terraform.
On peut aussi mettre en place avec un load balancer si derrière de différentes virtual machines qui sont accessibles. Alors, si on dans Identity, c'est assez intéressant, ça permet d'avoir que la machine donc, est un rôle, on va pouvoir attribuer un rôle à la machine via les rollerback. Donc, soit on peut le faire maintenant, soit on le fait tout de suite, soit c'est une opération qui peut être faite après. On peut planifier les heures automatiques, effectivement, ce qui est quand même assez intéressant parce que du fait que vous ne payez pas votre machine lorsqu'elle est éteinte, vous ne payez que lorsqu'elle est allumée, excepté le stockage qui est toujours présent, vous payez tout le temps le stockage lié à votre instance. Aussi une chose intéressante, contrairement à d'autres cloud providers, c'est la partie sauvegarde. La partie sauvegarde chez Azure est vraiment très très bien faite, même d'office. D'office, vous pouvez paramétrer vos sauvegardes, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc il faut le savoir. Et c'est très simple de restaurer une machine. Les extensions, en fait, c'est des extensions qui vont être installées automatiquement lorsque la machine sera créée. Notamment, vous avez la partie antivirus, que vous pouvez directement mettre en place lorsque votre machine est déployée, ou d'autres extensions qui sont disponibles par l'antivirus et l'anti-malware qui est ici. La partie diagnostic, ou des scripts PowerShell, enfin voilà, des extensions qui peuvent être activées automatiquement lorsque votre machine est créée. Ensuite, on a la partie tag. Donc, effectivement, taguer permet de savoir si votre machine est dans un environnement de dev, un environnement de prod, etc. Et ensuite, on fait un check. Et lorsque le check est vert, effectivement, on peut donc créer notre machine. Pourquoi c'est pas validé? Parce qu'effectivement, ici, j'ai pas mis les usernames de mot de passe. Alors, effectivement, il faut savoir que le compte administrateur ne peut pas être utilisé parce qu'il est déjà pris en compte. Donc, si je l'administre, voilà. Admin est un nom d'utilisateur qui est réservé. Donc celui-là ne peut pas être utilisé. Hop. Là, c'est complexe. Je suis pas content. Voilà. Là, c'est passé. Et voilà, ça y est. Donc la validation est passée. Je peux donc créer ma VM. Et je serai. Ma VM qui coûte donc 0,1 centime de l'heure. Donc voilà. Voilà comment on crée une VM sur Azure. Donc on a pu un petit peu différentes sizes qui étaient disponibles. Et nous allons passer à la suite de la présentation. Donc, concernant la partie maintenant, on va attaquer la partie stockage. La partie stockage, effectivement, on retrouve les mêmes similitudes entre AWS et Azure, entre un S3 et un blob storage. En tout cas, c'est pour faire c'est du stockage objet dans le cloud. Donc, avec des limitations, donc en tous les cas, un fichier sur un blob storage est limité donc à 5 Tera. Alors que sur Azure, en fait, et suivant le type de stockage qui est derrière, de documents que vous allez stocker sur votre stockage blob, la taille va être différente. Et on va voir en fait que ça dépend aussi du storage account. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un stockage blob sur Azure, on crée ce qu'on appelle un storage account. C'est-à-dire que c'est un endroit qui va stocker nos données. Voilà. Et suivant, lorsqu'on déploie un storage account, on va voir qu'on a le choix entre soit un stockage de type blob, soit un stockage de type data lake. La grande différence entre les deux, c'est-à-dire que sur un stockage de type data lake, vous allez pouvoir mettre en place une arborescence. Alors que sur du blob, il n'y a pas d'arborescence possible. L'autre chose à savoir aussi, c'est qu'effectivement, un data lake, les API blob ne fonctionnent pas sur un data lake. Donc, le choix est assez important lorsque vous déployez votre storage account. Qu'est-ce que derrière, quel type de données je vais héberger dessus.
Sinon, le reste, on retrouve un petit peu les trois types de catégories, donc au niveau des tiers, hein, du hot, côté archive, côté Azure, ce qui correspond à standard, glacier et enfin, OneZone. La durabilité, effectivement, est suivant si on met en place du multizone. Voilà, c'est quelque chose qui est assez classique de côté. On retrouve une similitude. Concernant donc le CDN, effectivement, il y a deux types de CDN qui existent sur Azure. Je vais vous prendre une petite présentation après. Alors qu'il n'y en a qu'un seul type sur CloudFront pour faire du cache web. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, c'est possible, quel que soit votre provider. Et bien sûr, en tout cas, c'est accessible via des endpoints. Concernant les autres types de stockage, donc il y a le Amazon EDS, Amazon EBS et SO10, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On se retrouve aussi donc avec EFS et Etherfile donc pour mettre en place des systèmes de fichiers qui sont accessibles depuis différentes ressources. Pour tout ce qui est cloud hybride, on retrouve encore donc la nouvelle Storage Gateway et Azure Store Simple, ce qui est assez intéressant. Effectivement, si vous avez un file server, donc hébergé on-premise, vous pouvez accéder à vos données qui elles sont dans le cloud, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à gérer la capacité planning dessus, c'est dans le cloud. Vous payez qu'à la consommation, qu'à l'utilisation. Et tout ce qui est AWS Family et Azure Databox, tout simplement, sont des solutions qui vous permettent de transférer vos données qui sont dans vos environnements on-premise vers le cloud. Là, je prends un petit peu la partie donc storage account. Hop, donc je vais lorsque j'ai déployé donc un storage account. Déjà, d'abord, j'ai choisi donc mon ressource groupe. J'ai déjà créé un peu tout à l'heure, c'est une machine. Je lui donne un nom à ce storage account, on va l'appeler. Bon, je suis TV performance, c'est le premier mot du standard. On va rester simple. Voilà, donc le type de ressource. Storage ou Blob Storage. Et c'est là que c'est après que c'est intéressant. La partie réseau. La partie réseau, donc pareil, donc ça c'est. On choisit aussi si on veut que notre endpoint soit public ou privé. Effectivement, savoir si notre storage account doit être accessible via uniquement vos ressources du cloud, Azure, ou si ça doit être accessible depuis Internet. On peut mettre en place du versionning pour retrouver facilement vos données. Sauf delete permet de savoir si vous, tout de suite, lorsque je supprime une donnée, est-ce qu'elle est automatiquement supprimée ou est-ce que je me laisse du temps pour pouvoir la restaurer. C'est important aussi. Et la partie Advanced, donc on retrouve la partie standard. Alors effectivement, on a la partie SSL qui est intéressante ici. Pourquoi? Parce que je peux sécuriser les données au niveau de mon storage account. Par exemple, je ne veux que des flux uniquement accessibles qui soient accessibles en SSL. Si vous mettez en disabled ici, vous allez avoir un warning qui va apparaître au niveau de votre Azure Security Center. Azure Security Center va vous dire attention, si ce ne sont pas des flux sécurisés. Je ne veux que des flux sécurisés. Donc via un one-click, automatiquement vous pouvez activer cette case depuis Azure Security Center. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Par défaut, le Data Lake Gen 2 n'est pas désactivé. Si je veux avoir une arborescence, j'active la partie Data Lake Gen 2. Par contre, cela désactive les API Blob. Donc, attention, il faut savoir comment vos données sont accessibles. Est-ce que c'est du Blob? Est-ce que c'est du Data Lake? Même chose, donc j'ai le système de tag pour savoir si mon storage account, par rapport à quel projet il appartient, par rapport à quel environnement il appartient. Et ensuite, avec un review de create, je peux créer mon storage account. Et donc, qu'est-ce que je vois? Donc, le type du General Purpose du storage V2. Donc, effectivement, le V1 étant déprécié, il vaut mieux être en V2. Je vois au niveau de la réplication, qui est une application qui met en place. Et je vois ensuite derrière est-ce que le sauvegarde est activé, quelles sont les options que j'ai activées et celles que je n'avais pas avant de valider la création de mon storage account. Voilà.
Maintenant, nous allons parler de la partie RDS, de la partie base de données. Alors effectivement, il faut savoir que Azure a bien rattrapé son retard par rapport à AWS concernant la gestion des bases de données, parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choix avant. Il faut être réaliste, hein, c'était pas terrible. Donc maintenant, on retrouve vraiment les mêmes, je veux dire, le même type de base de données que propose AWS. Hein. On retrouve donc MariaDB, du PostgreSQL, du MySQL Database et bien sûr du Microsoft SQL Server. Comme type de base de données qui sont managées dans le cloud. Donc c'est des bases de données qui sont je vais dire, c'est Azure qui le manage et nous on a juste à stocker nos données dessus. Et à s'assurer bien sûr qu'elles sont sécurisées. Au niveau des droits. Donc on retrouve le même type de base de données. Alors effectivement les deux providers nous disent si vous voulez de données dispo, il faut automatiquement être zone redondante côté Azure, ce qui est équivalent à un déploiement multi-AZ sur AWS. De sorte que nos bases de données soient répliquées pour éviter les SPOF, ce qui est tout à fait logique. Concernant la sauvegarde, effectivement, les deux providers nous proposent donc une sauvegarde automatique avec une rétention de 35 jours. Voilà, et effectivement, ces bases de données donc, sont accessibles via DinePoint. Le monitoring se fait toujours via Azure Monitor pour Azure et CloudWatch pour AWS. Les deux providers proposent bien sûr des bases de données donc serverless via Amazon Aurora pour AWS et Azure SQL Database pour Microsoft. Donc on retrouve un petit peu en tant qu'archi AWS, on peut retrouver ces billes côté Azure. On a bien sûr du NoSQL sur Azure et sur AWS. Il y a DynamoDB et CosmoDB, c'est similaire. Redshift avant il était vraiment le leader côté BI. Azure Synapse est assez récent côté Microsoft. C'est fin de l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est très très performant. Les deux providers proposent des solutions de cache. Donc au niveau des bases de données via Elasticache et Azure Cache for Redis. Et bien sûr, nos deux providers nous fournissent des outils de migration de vos bases de données vers le cloud. Donc on va un petit peu voir, on va voir le déploiement de base de données. Et surtout, ce qui est assez intéressant côté Azure, c'est la partie sécurité de vos bases de données. Donc, je vais vous présenter ça maintenant. SQL Database. Donc je reprends même ressource groupe. Voilà. Quel type de serveur donc me donner une base de données donc, voilà, très bien. Avec un mot de passe, donc vous avez des prérequis qui sont assez importants. Et la base de données. Donc effectivement, faire attention où est-ce que vous l'hébergez, bien entendu. On va mettre en France centrale, c'est très bien. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est la partie Elastic Pool. Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose qui soit scalable ou pas? Donc, non, on va rester une base de données. Donc, on fait une petite base de données, quelque chose d'assez petit. Voilà. Alors, la partie réseau, effectivement, est-ce que je veux que ce soit accessible depuis l'extérieur, via un peu, ou uniquement un public endpoint ou un private endpoint? Public endpoint, c'est depuis Internet, private endpoint, c'est depuis les services Azure. Donc, dans notre cas, on n'a pas besoin de la rendre publique. Est-ce qu'il y a déjà des données
mettre en place une sauvegarde. Hein. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est la partie vraiment intéressante, c'est voilà, cette sauvegarde qui est natif sur Azure. Et voilà, est-ce qu'on veut activer ou pas Azure Defender pour les bases de données SQL, donc la partie sécurité au niveau antivirus. Maintenant. Mettre des tags, hein, pareil, pour savoir à quoi correspondent, à quel environnement correspond ma base de données. Si j'en ai plusieurs, c'est quand même pratique de savoir de mettre en place des tags. Ensuite, review and create. Voilà. Est-ce que j'ai créé ou pas ma base de données? Et donc, celle-ci, on l'a créée parce que j'ai une partie assez intéressante que je vais vous présenter. Donc, ça va prendre quelques minutes à chaque fois. On va donc continuer notre présentation. Je reviendrai juste après quand ce sera terminé. Et donc là, on va attaquer la partie réseau. Donc effectivement, la partie réseau, on retrouve un petit peu des similitudes, bien sûr. À savoir que, comme je disais tout à l'heure, c'est que le réseau, en fait, n'est pas natif. Vous devez créer votre VNet dans Azure. C'est une petite subtilité, donc il n'y a pas de VNet par défaut. Dans tous les cas, le provider, quoi qu'il arrive, vous se réserve 5 IP sur chacun des subnets. C'est ce qui est actuellement valable sur AWS et aussi valable sur Azure. Concernant les subnets avec les /28 et /16 sur AWS, c'est un petit peu différent, c'est du /29 à /8 sur Azure. Mais en tout cas, on retrouve les types de subnets, c'est-à-dire le private, public et VPN only. Concernant les IP statiques, il y a une petite différence. Hein, donc c'est vrai qu'il y a les IP élastiques ce qui est assez pratique hein, sur AWS qui n'existe pas sur Azure. Donc cette IP que vous ne payez que lorsque vous n'utilisez pas et que vous pouvez attribuer à différentes ressources. Enfin, une ressource à chaque fois à la fois. Voilà. Par contre, on peut attribuer des IPv4 et IPv6 à nos ressources sur Azure. Alors, côté sécurité, effectivement, on retrouve la même chose avec la NSG, les Security Group et la ASG. Alors, ASG, c'est une notion qui est intéressante côté Azure, c'est que ça permet d'attribuer des règles à un pool. Et dans ce pool, vous pouvez mettre vos instances. À partir du moment où cette instance est dans ce pool, dans cette application de Security Group, elle va hériter des sécurités de pool. Donc toutes vos instances ont les mêmes sécurités, ce qui vous permet d'éviter de créer différents security groups pour chacune de vos ressources. C'est une subtilité c'est quelque chose qui est assez intéressant. Concernant les gateways, donc c'est un petit peu, c'est un peu similaire. Hein, il n'y a pas de, voilà, il faut prendre là-dessus. Les route tables, effectivement, vu que vos route tables ne sont pas associées automatiquement, les routes ne sont pas associées automatiquement à votre table de routage côté Azure. C'est un petit peu la même problématique, c'est que les VNet qui ne sont pas créés d'office, il faut créer. Et sinon, vos deux providers fournissent effectivement du peering, donc de façon à mettre en place, à créer des liens entre vos différents virtual networks. Voilà. Ou entre différents VPC côté AWS. Donc le peering est assez simple à mettre en place. Voilà. Donc on s'en a les autres services réseau, donc on retrouve un petit peu la même chose, hein, les VPN gateway dans tous les cas. Voilà, pour sécuriser les connexions depuis votre environnement on-premise vers votre cloud. Nos deux providers fournissent donc une solution de gestion de DNS. Voilà. Et les deux types de load balancer, effectivement. Donc, le Network Load Balancer pour tout ce qui est niveau 4, donc pour les protocoles TCP/UDP. Et on retrouve la même chose donc, avec les Application Load Balancer donc, pour le niveau 7, pour tout ce qui est terminaison SSL, cookie stickiness et round tripping. Voilà. Donc on retrouve un petit peu les mêmes choses. Partie réseau, il n'y a pas de grosse différence. Nous allons voir maintenant si notre base de données est bien mise en place. Ça y est, super. Elle est présente, elle est ici. Alors voilà. Alors lorsque vous créez une base de données sur Azure, ce qui est assez intéressant, c'est la partie firewall.
C'est-à-dire que lorsque je mets en place mon partie firewall, je peux lui dire effectivement, je ne veux que tel ou tel client puisse se connecter à ma base de données. C'est quelque chose qui est très simple à mettre en place côté graphique. On peut définir aussi la partie TLS, hein, donc le niveau de sécurité que l'on souhaite mettre en place. Et voilà, donc là je peux dire effectivement que uniquement je veux que tel IP, de tel IP à tel IP puisse se connecter à ma base de données. Donc là c'est mon IP privé qui apparaît ici. Hop. Ou je peux effectivement dire je ne veux que tel VNet puisse se connecter à ma base de données. Mon VNet qui est présent donc dans le cloud Azure. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attribué, j'ai dit effectivement, il n'y a que mon IP voilà, qui peut pour l'instant se connecter à cette base de données. Et c'est très simple à mettre en place. Voilà. Là, j'ai fait mon filtrage IP. Hop. Je reviens dessus. Hop, je reviens sur ma ressource. Et donc là, on a vu la partie firewall. Et puis une autre partie qui est assez intéressante. Je vais voir ici. Voilà. La partie configuration. Donc là, ici, je vais pouvoir donc modifier donc mon type de base de données, en fait, tout simplement. Je navigue, donc un petit peu quelles sont les différentes options que j'ai ici. Ah, hop, Security Center, voilà. Donc la partie Security Center, voilà. Ici, en fait, je peux activer donc l'Azure Defender pour SQL. C'est-à-dire que je peux dire, effectivement, voilà, je peux scanner ma base de données pour voir est-ce que dessus j'ai des attaques, est-ce que j'ai des vulnérabilités par rapport à ma base de données que je viens de créer qui est dans le cloud. Hop, donc la partie encryption des bases de données, voilà. Ici, je peux mettre en place mes sauvegardes. Donc c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place lorsqu'on a une base de données donc, qui est managée dans le cloud Azure. Voilà, ça c'est cette partie-là qui est assez intéressante. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer donc à la suite. La partie sécurité identité. Avec tout ce qui est les rôles, donc la partie IAM, donc sur AWS, la partie Azure Active Directory, la partie avec les rôles airbag sur Azure. Dans tous les cas, on a toujours ce sont des solutions pour gérer les utilisateurs, gérer des groupes, gérer des rôles et mettre en place des stratégies. Voilà, tout simplement, au niveau des droits sur votre cloud. Dans tous les cas, vous pouvez mettre en place une solution MFA, donc multifacteur authentification, donc pour pouvoir authentifier soit avec une application avec un code qui change toutes les minutes, ou avec un code que vous recevez par mail ou par SMS. Donc là, dessus, il n'y a pas de grosses différences. En tout cas, on s'y retrouve. L'intérêt, bien sûr, de l'Azure Active Directory, c'est que vous pouvez récupérer entièrement les comptes qui sont utilisés dans votre Active Directory on-premise, mettre en place une réplication de vos comptes, ce qui vous permet d'attribuer des rôles airbag sur des comptes existants déjà de votre organisation. Ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. L'accès, effectivement, se fait via la console. Vous pouvez monitorer effectivement avec des solutions de monitoring de vos comptes, de vos credentials. Donc Credential Report sur AWS ou Azure AD Reports sur Active Directory. Les politiques, les stratégies en fait que vous mettez en place sont des stratégies au format JSON dans tous les cas. Donc il n'y a pas de grosse différence. En tant qu'expert AWS, vous pouvez facilement gérer la sécurité d'un environnement Azure. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la partie WAF, bien sûr, pour protéger donc vos applications web. Les deux providers nous proposent des solutions donc, contre les attaques DDoS, avec AWS Shield et Azure DDoS Protection. Nous avons en tous les cas une solution de gestion de clés pour encrypter les données, donc avec AWS KMS et Azure Key Vault. Et Trust Advisor et Azure Advisor sont là pour vous donner des recommandations par rapport à la sécurité de votre cloud, en termes de performance et de coût.
Donc on retrouve, dans tous les cas, on trouve les mêmes solutions des deux côtés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter la console Azure, on l'a vu tout à l'heure. On va en faire une passe dessus, et ensuite on va déployer donc un cluster AKS. Voilà. Donc là, on a vu la partie donc, base de données, donc on a vu aussi la partie instance, hein, si je refais une passe dessus. Donc lorsque je crée une instance dans le cloud, je peux définir la taille. Donc, lorsque je fais sans la size, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes les tailles. Alors, faut attention parce que les tailles des VM Azure sont un petit peu différentes des VM des instances EC2. Les tailles des instances EC2. Donc, en termes de vCPU, RAM, data disk, donc il faut faire attention par rapport lorsque vous déployez en disant ben, voilà, les tailles sont vraiment différentes avec des noms qui sont un peu moins clairs. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça. Hop, je vais sur la partie home. Donc, avec la partie Azure Security Center, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est le centre de sécurité, c'est lui qui va vous dire effectivement, ben, là, par rapport à votre souscription, effectivement, ben, là, le TLS n'est pas activé, le SSL n'est pas activé, tel compte n'a pas les MFA. Ici, vous allez retrouver toutes ces recommandations et ces informations que vous allez pouvoir facilement corriger via le wizard qui sera lancé par Azure Security Center. On a la partie billing aussi. La partie cost management. La partie cost management va pouvoir vous aider à faire une projection sur le cloud. Actuellement, effectivement, votre cloud vous coûte par exemple 500 € par mois. Et il va pouvoir vous faire un prévisionnel en vous disant, ben, effectivement, dans 3 mois, si vous continuez à ce rythme-là, votre cloud va vous coûter 1500 $, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure, sa partie advisor, c'est lui en fait qui va vous donner des recommandations. Est-ce que vous êtes bien ou pas au terme de sécurité? Donc c'est vrai que je vous invite vraiment à consulter cette console, parce que c'est vrai que la console cloud Azure est vraiment est très user-friendly, contrairement à la partie AWS qui elle est beaucoup plus compliquée pour se retrouver en fait, je vais dire. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer donc un cluster AKS. Alors pour déployer un cluster AKS, c'est simple. Donc je vais sur ressources, je reviens sur mon marketplace en fait, tout simplement. Je vais donc dans Kubernetes Setting. Dans Kubernetes Setting, je vais créer un ressource groupe qui soit propre à mon cluster AKS. On va l'appeler AKS cluster. Hop, AKS cluster. Je vais appeler AKS cluster AKS. Voilà, on va le déployer donc dans la région North Europe, c'est très bien. Et là, on peut choisir la version de Kubernetes qu'on souhaite déployer. Donc, moi, je prends la version 19.3, qui est la toute dernière version, en fait. Celle qui est présente pour la certification CK. Par rapport à ces types d'instances, standard, ce qu'on a vu tout à l'heure, on retrouve le même type d'instance que pour nos VM. On va rester sur un DSDV2, ce qui est très bien. Hop. Hop, tac, tac, tac. DSDV2, c'est quoi donc? C'est 2 vCPU, 7 Go RAM. D'accord, 8 Go disque, c'est très bien dans le cas de notre exemple. Le nombre de nodes. Je veux qu'il n'y ait que 2 nodes qui soient présents. Ensuite, on peut créer des pools de nodes, c'est-à-dire qu'on peut dire, effectivement, tel type dans mon environnement, dans mon cluster AKS, là, sur ce type de pool de nodes, j'aurai telle ou telle application, sur ce type de pool de nodes, j'aurai telle ou telle autre application. C'est des choses qui sont possibles. On peut aussi activer donc, ce qu'on appelle les virtual nodes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les parties serverless, c'est des mesures conteneurs instances qui n'ont pas besoin d'être managées. Ils sont managées par Azure, mais vous ne gérez pas. Là, c'est pas le cas, on n'a pas besoin. On va créer donc automatiquement, hop, on peut dire, voilà, system assign, donc c'est-à-dire que c'est mon cluster qui a je vais dire un rôle, une authentification, une identité. Et cette identité-là, je peux lui mettre des rôles airbag. Voilà. Ou créer donc un slice principal qui lui peut être utilisé par différents clusters. Donc, je vais rester sur system assign.
Donc on va utiliser le Rollerback pour la gestion de l'authentification, l'encryption at rest pour la plateforme, et par contre, elle ne sera pas managée par Azure. La partie réseau, je geste par défaut, je n'ai pas besoin de modifier la partie réseau. Partie intégration, effectivement, je peux mettre en place et l'intégrer avec une registrie existante. Voilà, donc si je crée une nouvelle registrie, donc qui sera managée par Azure, ce qu'on a vu tout à l'heure, Azure Container Registry. Pour l'instant, je ne vais pas la mettre en place. On peut activer donc Azure Monitor pour monitorer donc mon cluster, mettre en place des stratégies directement, stratégie Azure, pour sécuriser mon cluster. Donc là, dans le cas de ce POC, là, c'est chose assez rapide, on ne va pas mettre ça en place. On peut taguer, bien sûr, pour savoir ce cluster-là, c'est mon cluster de tel environnement. Ensuite, on va faire review and create et on va donc créer ce cluster. Alors, un cluster AKS, ça met un peu de temps à se créer, donc il faut être un peu patient à ce niveau-là. Et je valide par create. Voilà, donc mon cluster est actuellement en cours de création. Donc en attendant qu'il se crée, donc je vais faire un petit tour sur mon portail Azure, on va voir différentes choses. Hein. Il y a la partie Azure Monitor qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc effectivement, lorsque vous faites des recherches sur le cloud Azure, effectivement, vous utilisez autant utiliser directement le champ de recherche, hein, qui est vraiment. Je clique Monitor, j'arrive sur mon Azure Monitor. Et Azure Monitor permet donc d'explorer les métriques, de faire de la gestion de log, de l'analyse, de mettre en place des actions par rapport à différents types d'alertes que l'on peut avoir. Et bien sûr, c'est intégré avec Azure Security Center. Lorsque je crée donc, voilà, je peux sélectionner mon scope. Donc par exemple, je vais sélectionner mon scope pour Virtual Machine directement. Voilà, je retrouve donc ce que j'ai créé tout à l'heure. Donc je retrouve ma base de données, je retrouve donc ma base de master. Je retrouve aussi donc différents security groups, différents groupes de ressources qui sont déjà présents. Là j'ai mon cluster AKS qui est ici, qui est en cours de création. Je retrouve la partie log, donc effectivement ça fait des graphes, ça fait des choses assez intéressantes, ce qui nous permet de mieux monitorer, d'avoir vraiment une vue sur son cloud. Et Azure Monitor, bien sûr, s'intègre avec l'ensemble des ressources présentes dans le cloud Azure. Donc on a vu tout à l'heure les conteneurs, qui sont présents ici. Monitor votre cluster AKS, ça monitor votre Key Vault, pour tout ce qui est gestion des clés. La base de données NoSQL qu'on a vu tout à l'heure, CosmoDB. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant et sur lequel vous devez souvent vraiment checker assez régulièrement vos données pour voir, pour voir comment ça se comporte. Le déploiement qui est actuellement en train de se faire dans mon cluster AKS. Ensuite, lorsque le cluster AKS sera créé, donc on va se connecter dessus, on va s'identifier sur ce cluster AKS. Et vous allez voir qu'en fait, effectivement, il y a deux types de commandes qui sont utilisées pour administrer ce cluster AKS. Donc il y a les commandes AZ pour la création du cluster, pour la gestion des droits qui sont spécifiques à tout ce qui est Azure. Et vous avez toutes les commandes kubectl classiques que vous utilisez, que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien donc pour gérer vos clusters on-premise, cluster Kubernetes on-premise, qui sont valides pour gérer votre cluster Kubernetes dans Azure. Et tout ça, donc on va pouvoir le faire directement depuis Cloud Shell. Cloud Shell, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une console pour administrer votre cloud. Ce qui vous évite d'avoir à installer, par exemple, sur votre poste, l'Azure Click. Là, il est directement accessible, il est directement présent.
Vous avez deux types de commandes, soit en PowerShell, soit aussi en batch. Et je peux switcher entre les deux. Voilà. Ma ressource est créée, donc mon cluster est maintenant bien créé. Et donc je vais m'authentifier dessus. Je vais m'authentifier dessus avec une commande. Cette commande, c'est quoi? Donc AZ AKS git command chat. Donc je vais m'authentifier sur mon cluster AKS, bon, qui se trouve dans le ressource groupe. Donc AKS cluster et qui s'appelle donc le nom AKS cluster. Ça y est. Donc là, ça y est, je suis connecté donc sur mon cluster AKS. Et ensuite, donc, je peux lancer mes commandes classiques. kubectl, getNode, pour voir les nodes qui sont présents. Voilà. Et je peux aussi faire mon getBio, si j'ai des pods, mais j'ai pas de pod pour l'instant dans mon namespace. Donc je peux aussi créer un namespace et lancer des pods sans souci là-dessus. Voilà, donc là on a ce qu'on a vu, donc on a pu déployer, on a fait une passe sur la console donc Azure, on a fait une passe sur notre comment créer des ressources, comment manager des ressources, comment créer un cluster AKS. Donc on a vu un petit peu de différence entre les environnements AWS et Azure. Donc merci à tous. Et puis donc bonne journée à vous. Au revoir.